Alors, bonjour à tous. bonjour. Est-ce qu'il y a nécessité de vous présenter du coup, parce qu'il n'y a personne extérieur? Oui. Johan, Noiret, infirmier aux urgences à Fribourg, en Suisse. Guillaume, formateur et responsable pédagogique en institut de formation masso-kinésithérapie en Normandie près des Grands. Et Renaud Luger, formateur, coordinateur pédagogique en institut de formation aide-soignant à Aglo et Luxembourg. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette pause PEDA, nous allons vous présenter un article de Mathieu Landac qui est paru dans la revue Pédagogie médicale en 2021 et qui porte sur les mythes en éducation médicale. Et puis il va s'essayer de déconstruire dans cet article 6 mythes présents en éducation médicale. Et pour introduire l'un d'eux, nous avons fait appel à deux acteurs hollywoodiens là, que vous avez et qui vont faire une mini-scène et vous allez voir le tu choisis. Tiens, salut Renaud. Ah, salut Guillaume, ça va? Ouais, bien et toi? Ça va? Bon, dis-moi, j'ai vu là que sur l'IFI, ils cherchaient un intervenant pour faire les cours sur la partie psy. Ouais. Et comme je sais que toi, ça fait une dizaine d'années que tu bosses en psy et que tu es expert dans le domaine, bah, je voulais savoir si ça pouvait t'intéresser. Ah bah c'est intéressant ça, mais tu crois que ça suffit? Bon, tu sais, 10 ans d'expérience, tu es expert dans ton domaine, franchement, ça doit suffire. Moi j'ai pas de compétences en pédago, hein. Puis j'ai un de mes collègues qui bosse aux urgences, ça fait, je sais pas, il a au moins 15 ans d'expérience le mec. Il a fait un cours aux étudiants infirmiers, ils ont rien compris quoi. Ah ouais, donc tu penses qu'en plus d'être expert dans ton domaine, il faut que tu aies quelques notions de pédagogie pour mieux transmettre. C'est possible, on va voir. Et donc tu penses que l'idée d'être un bon clinicien ou un bon chercheur, que ce soit égal à être un bon enseignant, c'est un mythe alors? C'est possible. Donc, ils ont magnifiquement introduit un des mythes que Mathieu Landa essaie de déconstruire et qui porte sur est-ce qu'on est un bon clinicien ou une bonne chercheuse, ou un bon chercheur ou une bonne chercheuse? Est-ce qu'on est un bon enseignant forcément? La littérature dit donc la littérature dit qu'il y a nécessité effectivement de développer des scripts d'enseignement au même titre qu'on développe des scripts cliniques lors du raisonnement clinique, que ces scripts d'enseignement doivent être enrichis notamment par de la formation, qu'elle soit continue, mais en tout cas il faut développer des scripts d'enseignement. En tout cas, ce qui est sûr maintenant, mais c'est encore bien présent dans pas mal d'instituts, mais l'expertise de contenu ne se suffit pas toute seule. Nous on le sait, on s'en doute un petit peu vu qu'on est dedans, mais il le rappelle encore en 2021, il faut encore le rappeler parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ils recrutent selon ces façons-là. Et puis, du coup, c'est quoi la question? Oui, voilà, c'est ça. Dans vos instituts de formation, quels sont, vous, les critères qui sont recherchés pour recruter du personnel enseignant? Juste comme ça, à main levée, il n'y a pas de... J'ai des envies et qu'ils soient disponibles. Pardon? Qu'ils aient envie, Donc qu'ils soient les disponibles. envies de disponibilité, ok. Des compétences. On cherche la compétence. En tout cas, moi, quand je cherchais un intégrant dans le domaine, en l'occurrence, dans le processus tumoraux, je cherchais aussi la compétence, puisque dans le DD, ça demandait d'avoir une certaine expertise pour pouvoir demander. Donc plutôt une expertise de contenu. Oui. Ouais. Laura, Nous, c'est clairement l'expertise. ok. On a besoin de quelqu'un pour des cours d'écho, tu vas chercher quelqu'un qui sait faire de l'écho et qui peut. Ok, Nous, c'est pareil. d'accord, c'est bon. Et nous, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, Ouais, ok. Le copinage. le copinage, ok. Bon, ça existe Ça pas s'appelle tous. le réseautage. Ah, pardon, C'est pareil. pardon, excuse-moi, je suis pas. D'accord. Le réseautage. D'accord. J'ai lu un- Donc visiblement, il y a d'autres... Bah, le nombre d'années d'expérience. Donc l'expertise de contenu aussi. Bah, ils le formulent pas comme ça, en tout cas, ils disent. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit un ostéo de plus de 5 ans d'expérience. Peu importe. Ok, il n'y a pas Donc, une exigence. sans le jugement de valeur de savoir si il est Ouais. reconnu parmi Plus ces de termes. 5 ans. Il n'y a pas d'exigence pédagogique particulière du coup qui est formulée en tout cas. François? Nous, alors, au niveau du CESU, quand on a un public bien spécifique interpro, on est censé être au moins de niveau égal. C'est-à-dire pour illustrer, s'il y a AS infirmier, on ne va pas choisir un formateur aide-soignant, on va prendre forcément un formateur infirmier.
Et s'il y a un médecin, on est censé essayer de trouver dans l'arrêté en fait FGSU, avoir à compétence égale. Pour rajouter un élément supplémentaire. Et parfois, quand on sait qu'on va avoir un groupe compliqué, on va choisir aussi pour le coup là, un formateur qui a des compétences de bon formateur qui sait gérer la difficulté. Et du coup, potentiellement. Du coup, plutôt plus dans le côté pédagogique et Là, la gestion pour de le coup, groupe. ce moment-là est plutôt pédago. La première remarque c'était encore du contenu, et la deuxième remarque c'est pour difficile potentiellement. Ok. Donc là, Chez nous, c'est ceux qui veulent bien y aller, parce qu'on n'a que des petits pourcentages, donc 20%, 30%, et du coup, tout le monde n'accepte pas de lâcher une activité clinique pour un si faible pourcentage. Donc là, d'après ce que vous dites tous, on est encore plutôt dans ce truc de recruter en fonction de l'expertise ou des années d'expérience de quelqu'un. En tout cas, il n'y a pas forcément des critères pédagogiques qui sont formulés pour un recrutement. Enfin, plutôt, ouais. Alors pour les postes universitaires, c'est peut-être quand même un peu différent, dans la mesure où, si on prend l'exemple des médecins qui sont hospitalo-universitaires, mais qui ont une fonction universitaire, ils sont sélectionnés sur des critères à la fois d'expérience, mais également de pédagogie et de recherche. Donc il y a une grille d'évaluation qui évalue ces trois axes. Oui, l'expérience d'enseignement, c'est juste le nombre d'heures d'enseignement effectuées et pas pour l'instant les capacités d'enseignement. Alors, c'est en train de changer. CNU, C'est en train de aujourd'hui, changer. il y a une mise en situation, par exemple. Donc c'est en train gentiment d'évoluer aussi. Puis au sein des IFSI, il me semble qu'il faut être du coup cadre formateur, c'est ça? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Cadre formateur, ou maintenant, depuis 2021, si tu es détenteur d'un master, tu peux faire un métier. C'est seulement depuis 2021. Mais nous, par exemple, dans notre équipe sur des formateurs permanents, les guides de recrutement, ils cherchent quand même quelqu'un qui a une appétence pour la pédagogie, qui l'a démontré pour en faire des cours sur des interventions bien précises. Ils choisiront plutôt la personne qui s'est déjà intégrée dans les teams de façon détournée ou sur des commissions de CAC et tout ça, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais traité l'intérieur. Pareil, on cherche la pédagogie de plus en plus au recrutement au niveau cadre de santé formateur. Permanent. Mais sinon, non. Donc peut-être gentiment en train d'évoluer, puis de rechercher des compétences pédagogiques en plus de l'expertise de contenu, quoi. Une expertise pédagogique est demandée à côté. Merci. L'autre mythe. Donc le deuxième mythe auquel Mathieu Nandaz s'attaque dans cet article, c'est une bonne sélection des étudiants prédit forcément la bonne qualité professionnelle. Donc on va vous laisser réfléchir 5 minutes dans chaque groupe sur, pour vous, quelles modalités de sélection des étudiants sont plutôt prédictrices de bonne qualité académique ou plutôt de bonne qualité professionnelle, voire les deux. Une sélection initiale ou... De sélection initiale des apprenants. D'accord, donc là, on ne va pas d'évaluer la modalité de la sélection. On parle des modes de sélection des Donc pas les critères étudiants. qui sont recherchés, mais vraiment La manière dont on recrute les futurs soignants dans notre pays. Non, les méthodes qui sont actuellement proposées dans les différents organismes de formation. Quelle est ta question, Alexandre? Sur les recrutements des formations initiales. là-bas. On va lire un texte sur les
c'est ça. Oui. Et on devait écrire un texte, l'analyser, donner notre avis, pour voir un peu les qui a et après, on a fait un entretien. Il revenait nos avis. Ah non, on n'avait pas fait les mêmes, on avait rédigé sa lecture. Et après, voilà. C'est plus et après, on était en pleine période oui, mais sauf que c'est ça. Et là, eux, ils partaient du il ne demandait même pas pour nous ce que c'était le projet, mais il veut savoir c'est quoi la santé pour nous en France, dans notre contexte. Vous savez, professionnel. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si l'étudiant va s'inscrire dans le système de santé en fait. Mais par contre, on n'avait aucun test académique. Et vous voyez d'autres modalités qui permettent de tester l'un ou l'autre académique, les notes, mais le livret scolaire en fait. Le livret scolaire des années antérieures. Après, c'est l'entretien, c'est quand même ça peut être discriminant l'entretien. C'est plus discriminant. C'est bon pour vous? On va passer à la partie restitution si vous le voulez bien. Donc allez-y, éventuellement proposez-nous un type de sélection et dites-nous plutôt dans quelle catégorie vous l'auriez classé. On a parlé d'un entretien. Ouais. Et dans qualité professionnelle. D'accord. Et je racontais qu'en ostéo, moi j'avais eu un entretien où en préalable je devais écrire un texte au début de l'entretien sur ce que je pensais du système de santé en France aujourd'hui. Okay. Et après on en discutait lors de l'entretien. D'accord. Et là c'était vraiment pour évaluer si le futur étudiant pouvait s'inscrire en tant que futur professionnel voilà, dans le système de santé. Merci. François? On a cité un autre exemple, les concours par exemple d'entrée en médecine qui peut sur les compétences qualité académiques. Ok. C'est en fin de la première année, c'est ça? Non. Non. C'est là. C'est avant. Bon, par contre. Vous avez dit concours? Sur les autres tables. Une proposition? Oui. Et bien, par rapport
rapport à la sélection des étudiants infirmiers, Parcoursup, on est sur plutôt les qualités académiques. Ensuite? Alors nous, on a évoqué un tirage au sort. Ouais. Et du coup, le tirage au sort, tu en mets dans quoi? Eh ben, au milieu. Bah, va falloir en trouver une autre, Anne. Julien, il est en notable. Julien, il est notable. Au milieu. Ah bah, je suis en faveur. On vous écoute. Oui? Vous avez misé sur le tirage. La lettre de motivation. Ouais. Des bonnes qualités académiques, mais pas forcément professionnelles. Ah ouais, c'est marrant ça. La motivation dans la Parce que de qualité toute façon, tout académique. le monde se copie les uns sur les autres. Moi, je le mets là comme vous le souhaitez. hein. On met au milieu, C'est des lettres de motivation académique. Moi j'aurais dit. Ah ouais, c'est ce qui expliquait. Est-ce que d'autres groupes avaient d'autres éléments à proposer? Ah ok, ils sont pas arrêtés. La DAE, le DCDAE, on a mis ça dans les professionnels. D'accord. C'est facile l'entretien? Oui. Ah, il y a l'entretien, on a été professionnel. Un examen, est-ce qu'on différencie le concours d'examen? Qu'est-ce que tu entends par exemple? Ouais, c'est vague. Oui. On va quand même citer les oraux en fait, qui ne vont pas tout à fait forcément être un entretien selon la forme qu'ils vont prendre. Un entretien est quand même une notion de revenir peut-être sur les éléments de parcours. L'oral, il peut y avoir une question à la fois sur très académique sur est-ce que tu connais ton cours, mais à la fois sur on avait l'exemple de comment tu peux analyser cette image, je sais pas, une œuvre d'art, voir ce qui va en sortir en jetant en compétences non techniques. Qui prédirait quoi du coup? Tu cherches qui prédirait quoi? Peut-être plus du professionnel dans ce cas-là, non, voir comment ils vont réagir, s'adapter au professionnel. Bah, du coup, ce que tu dis, ce que vous disiez, les tests Ou alors c'est psychologiques. d'autres. Oui, les tests psychologiques. Ah bah si l'analyse pas bien, on le prend pas. Troisième case, au milieu. Ça dépend. Et là, la troisième classe. Carré disait les tests psychotechniques qu'il y avait avant. Oui, à l'école. À l'époque là. Académique. Académique. Il y avait Ah bah, aussi c'est pas le but. l'étude d'une photo, hein, concours AS, j'ai déjà vu l'infirmière à l'époque. De C'est donner pas une ça, image c'est pas pareille et analyser d'après la les qualités manière. humaines. Donc c'était aussi des oraux comme ça. Oui, Et c'est plus des qualités professionnelles ou pas ou... D'analyse. je sais pas. Je confonds avec autre chose. C'est pas des exercices sur un thème. Donc effectivement, par rapport à tout ce que vous venez de nous donner, hein, on peut retrouver donc les notes préuniversitaires ou, comme vous le disiez, hein, les concours de fin de première année qui finalement sont des tests qui prédisent évidemment des succès académiques, mais absolument pas du succès professionnel ou de la qualité professionnelle. Tu parlais, François, des entretiens un peu plus ciblés sur que pensez-vous de cette image ou de cette situation. C'est exactement ce qu'on retrouve avec les tests de jugement situationnel qui vont effectivement avoir une valeur un peu plus prédictive sur la partie professionnelle. Tout comme les mini-interviews multiples où on va pouvoir multiplier les entretiens et les échanges verbaux pour mettre en situation et du coup voir quelle est la réaction finalement de l'apprenant vis-à-vis d'une situation. Et puis vous aviez évoqué le tirage au sort. Alors pourquoi pas, certains organismes de formation, notamment belges, l'ont utilisé, mais il y a quand même une acceptabilité sociale plus que moyenne sur le tirage au sort. Voici pour la petite biblio qui va avec. À ce stade, quelles sont vos questions? Et comment? Comment est-ce que tu décrirais la mini-interview multiple? En fait, c'est une série de stations d'entretien courts et structurés qui sont utilisées pour évaluer les qualités non cognitives. Et on
on s'est dit, il va y avoir un Julien qui va me demander un truc. On a anticipé le truc. Donc là, pour l'instant, on a fait donc, 2 mythes. On va passer au troisième. Alors, le troisième mythe qu'on voulait nous développer un peu, qui est développé dans l'article, voilà, c'est il n'y a pas de discrimination ou de harcèlement au sein de nos organismes de formation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y en a pas. Même pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça veut dire quoi? Il n'y en a pas. Alors, et puis il y a des. Donc, vous, de vos expériences, dans les différentes réseaux de l'EPS, vous n'avez jamais vu ni de discrimination, ni de harcèlement? C'est jamais. Jamais entendu parler? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y a les gens ironiques. Ouais, c'est ça. Oui, bah si, clairement, il y en a. Ouais. Je me retenais depuis tout à l'heure. Autant sur la question d'avant, on attendait un Julien, autant sur celle-ci, on attendait Alice. On va choisir un peu les thèmes. Hein. On a un autre chacun? Oui, non, on en a fait chacun. Alors, il y a une méta-analyse quand même qui a montré qu'il y a 60% des étudiants qui sont victimes de diverses formes de harcèlement ou de discrimination. Il y a 5 à 30% des victimes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Ils sont vus à la baisse, moi je dirais. Oui, de ces 60%. C'est ça. Ah, tu penses plus? Ah bah clairement, enfin, ça dépend des filières, mais si tu prends par exemple, Là, c'est en santé. Les étudiants en santé. Là, c'est que, ouais. tu prends en kiné ou en ostéo, je pense que les étudiants et étudiantes victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est beaucoup plus que 30%. C'est sur les On a interne, ouvert des chirurgie. Ah oui, Donc effectivement, ce qui ressort de la littérature, c'est que les chiffres sont fortement sous-estimés, parce qu'il y a une très forte sous-déclaration. Mais alors d'après vous, quels sont les milieux où il y a le plus de harcèlement, notamment sexuel? Chez les médecins, et dans une spécialité particulière ou pas? Chirurgie. Chirurgie, bloc opératoire. Moi je reste chez kiné ostéo. Proctologie. Fait que répéter. Et les enfants. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres milieux? Bah, moi je reste. Ah bah tu l'as dit. Ouais. Alors, ce qui ressort de l'article, effectivement, c'est que c'est le milieu de la chirurgie, notamment le bloc opératoire, qui est un facteur de risque. C'est là où il y a le plus, en tout cas, de déclarations. Et on sait pourquoi. ils sont dans l'ordre de. Si on savait pourquoi, alors il y a une des explications, c'est que, alors c'est pas dans l'article, hein, mais souvent sur les explications sur le harcèlement, c'est que c'est un milieu très masculin. Par rapport à d'autres milieux qui le sont un peu moins, il y a un peu moins de discrimination, en tout cas de harcèlement. Mais la discrimination, peut-être, enfin, elle est partout en fait. Le harcèlement sexuel est plus présent dans le milieu chirurgical, mais la discrimination est présente à peu près au même niveau dans tous les milieux. Attends, mais le milieu chirurgical, c'est pas un facteur de risque pour la discrimination sexuelle ou toute discrimination? Pour le harcèlement sexuel. Et en particulier le harcèlement sexuel. En plus, c'est des racistes. Ça c'est gratuit. Mais donc effectivement, hein, comme on disait tout à l'heure, les diverses formes de harcèlement, effectivement, elles sont aussi bien raciales que la grossophobie, que l'orientation sexuelle ou le genre ou n'importe quoi. Enfin vraiment, là-dessus c'est vraiment divers et varié. Alors, évidemment, il faut mettre en place des actions. Alors, d'après vous, quelles seraient les actions qu'il faudrait mettre en place dans l'ensemble des organismes de formation, instituts de formation? Déjà permettre un espace de libération de la parole et pas de remise en question de la parole des victimes. Oui. Et donc de l'écoute de la part de la direction. D'accord. Après, il pourrait y avoir des formations par rapport à la gestion des patients qui sensibiliseraient globalement. Non, j'écoute. Au sourcilomètre, je me disais. Ah, parce que c'est ça qu'on voit bien. J'entends par là que pour gérer au sein du centre de formation, effectivement, on peut en parler des espaces de parole, mais aussi d'avoir des formations sur les thématiques LGBTQIA+, sur
phobie et tout, ça peut aider largement à la fois la prise en charge des patients concernés, mais éventuellement les co-apprenants. Et des formateurs aussi, hein. Dans tous les sens, l'apprenant vis-à-vis du formateur et du formateur vis-à-vis de l'apprenant. Quelles autres actions? Je vais faire des enquêtes, voir la situation de terrain pour chaque centre afin de les mettre en face des datas qui vont ressortir à ce moment-là. Je vais faire de l'éducation tout simplement. Alors monsieur, vous n'avez pas le droit de dire à la petite dame, ok, ça et ça. Et enfin, c'est basique, mais ça finit par marcher. Donc, en plus des enquêtes pour objectiver, c'est grosso modo, alors si je peux me permettre de reformuler ce que tu viens de dire, en fait c'est de montrer à l'instant T ton opposition ferme avec ce qui vient d'être fait. Ouais. Ok. Laura? Moi, ça rejoint un petit peu ce que dit Alice, libération de la parole, c'est qu'en fait, je sais que nous, on a 2 référents qui sont identifiés et il faut que les étudiants puissent identifier qui sont les référents dans l'équipe. D'accord. Ouais. Et je crois que c'est obligatoire maintenant dans chaque équipe de pédagogie d'avoir des référents ciblés. Il faut que les étudiants les connaissent. Est-ce que les autres, vous avez d'autres idées? Bon, il y en a beaucoup, on peut faire énormément de choses. En tout cas, avoir conscience de son modèle de rôle, ça revient un petit peu de ça, mais c'est peut-être pas tout à fait la même idée. Être conscient que en tant que formateur ou en tant que soignant professionnel en poste, de cautionner les choses et de ne rien dire ou d'être dans l'implicite, il y a toujours tort d'être implicite. Explicitation. Dans la même idée, il y a aussi de leur faire se rendre compte de leur propre biais vis-à-vis de potentielles discriminations. Ils pensent ne pas être, je ne sais pas, raciste, grossophobe, etc. Alors qu'ils peuvent l'être sans avoir l'impression de l'être. Et ça, il y a une ressource très bien de l'université Harvard qui est un questionnaire. Pour aller dans ton sens, là où l'enseigne de Neuchâtel, ils ont mis des affiches dans les couloirs avec des phrases du quotidien qu'on des fois on ne pense pas forcément. Du type, voilà, qu'est-ce qu'elle a hystérique, ou des petites phrases, voilà, ça a l'air un peu. Il y a plein de petites phrases comme ça qui sont affichées. Tout ce que vous avez dit, c'est très vrai, notamment le fait que maintenant c'est obligatoire dans tous les instituts qu'il y ait un référent discrimination. C'est obligatoire. Donc ça doit être affiché, ça doit apparaître sur les sites internet, sur les flyers, enfin sur tous les documents des instituts en France en tout cas. Les instituts de formation, pas que en santé? Non, pas que en santé. Normalement, tout ce qui est rattaché à l'université aussi, c'est obligatoire. Mais le référent discrimination, il est censé avoir une formation spécifique. Pas forcément. Juste c'est bien ça la difficulté, c'est qu'il n'a pas forcément de formation spécifique non plus. C'est qu'il est identifié, on sait que c'est lui. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Est-ce qu'il s'assure que l'interlocuteur ne soit pas une agresseuse? Ah oui, alors oui, ça c'est. Il n'y a pas d'enquête du FBI sur les antécédents de chacun. C'est bien dommage. Mais en tout cas, il y a une chose qui est indispensable, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de position explicite. C'est-à-dire que l'Institut, c'est ce que vous avez dit un peu plus, voilà, vraiment, c'est pas tolérable, c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait vraiment une position de l'Institut ou de l'organisme de formation. Il faut qu'il y ait des poursuites. Voilà, toutes ces personnes, c'est pas normal, donc elles encourent des risques à avoir des actions discriminantes ou harcelantes. Et puis évidemment, il faut un soutien à toutes les victimes qui peuvent être victimes de harcèlement, d'agression, etc., et de discrimination. Donc ça, voilà, c'est les 3 actions en tout cas, qui ressortent dans l'article, mais qui sont effectivement indispensables dans la prise en charge dans l'ensemble des instituts de formation. Donc, voici notre 4e mythe. Et bien le 4e mythe, c'est peut-on, doit-on détruire, casser ou infirmer les mythes dans le domaine de l'éducation médicale. Pour ce faire, on va vous proposer un système en boule de neige. Vous allez réfléchir 2 minutes seul, puis 2 minutes à 2 et enfin 5 minutes en groupe pour pouvoir nous donner, en fait, d'après vous, quelles sont les méthodes qui nous permettent de détruire, infirmer, casser les mythes et est-ce qu'il faut les casser ou non et pourquoi.
Est-ce que ma question est assez claire? Trop de questions. Il y a 3 questions en fait. Il y a 3 questions. Il y a faut-il, comment et quelles sont les méthodes que vous mettriez en jeu. Pour détruire Ouais, exactement. de la nappe. 2 minutes seul. 2 minutes seul, et puis je vous donne les timings pour pouvoir rejoindre les autres. Non, c'est bon, c'est bon. Ils peuvent faire par 2. Oui, mais t'as raison. Oui, mais Vous pouvez faire par 2. Ouais, gauche, droite, la 2 et la 3.
D'où l'intérêt de la pédagogie, non, ouais, voilà, on a du mal à communiquer avec Mignon. Le débat, Oui. À la pause. Non, il y en a une en main, deux en excuse-moi, une en alors il reste 2, 3. En tant que groupe, en tant qu'enseignant, à faire la formation. Le retour, vous allez. On introduit le café. Elle vous donne des téléphones à C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a Il faudra un rapporteur. Quelle belle joue. Vous les trois de notre travail. Ah ouais, les rapporteurs. Ah ouais. À Toulon, c'est pas ça. On va procéder à la restitution si vous voulez bien. Alors, un rapporteur par groupe. On vous écoute. Qui veut commencer? Je pense que c'est important de déconstruire les mythes. Et que. Oui, d'accord. Pourquoi on a plus performant dans les apprentissages et pour éviter de tomber dans les pièges. Plus performant dans les apprentissages et puis quoi? Pour éviter de tomber dans les pièges. Et comment
conscience aux gens de ces mythes, potentiellement avec des scènes comme ce que vous nous avez mis au début, des caricatures avec des sortes de jeux de rôle pour faire prendre conscience. Voilà. Alors, je sais pas qui a dit ça, mais répétez car les mythes ont la vie. Nouvelle vidéo. Les mythes ont la vie. C'est un slogan. Ouais, c'est un peu. Ouais. On avait parlé de favoriser la recherche en éducation musicale. Donc, par comment? Donc c'est oui déjà. C'est non. Partiellement. Ouais, c'est toujours entre les deux. Ok. Ils ont fini? Ouais, ils n'ont pas dit pourquoi. Est-ce que vous avez dit pourquoi? Est-ce que ça améliorera la qualité de l'enseignement? Donc là, tu es un peu là-dessus. Pourquoi oui? Parce que justement, un truc assez trivial, c'est pas perdre de temps faire perdre de temps à tout le monde, que ce soit le formateur ou les apprenants. Sur quelque chose qui finalement ne répond pas aux objectifs fixés. Et le comment, en fait, déjà, faut permettre aux gens de l'identifier ce que c'est un mythe. Et ça, donc il faut se reposer sur les données de la recherche pédagogique. Voilà. Vous voyez d'autres choses? Oui. Oui. Ah, mais ça l'avait eu. Alors, nous, on a dit, oui, c'est important pour avoir une vision pluraliste de ce qui se passe aux instituts, notamment. Et continuer à accompagner les étudiants. Et sur comment, on a mis des visites d'évaluation de départ, justement pour avoir cette vision. Un audit d'évaluation. Sur l'environnement? Oui. Un audit sur les mythes, c'est ça? Mais sur un mythe en particulier, Okay. savoir où on en est. Après, on avait dit faire des travaux de réflexion aux étudiants dans le cadre de leurs apprentissages, de choses intégrées à leurs apprentissages. Donc, peut-être des choses par rapport à la santé publique ou des choses. Ok. Donc, encore. Après, on avait eu des informations par affiche. Et puis aussi l'organisation de débats et de forums. Débat et forum. Je ne sais pas qui est le petit Non, mais dans trois semaines, hein. Ah, mais bientôt dans le club vidéo. Ah ouais, je sais pas. Dans la suite des débats, on avait parlé aussi d'échanges intra, mais aussi interprofessionnels. Par exemple, dans l'ensemble, voilà, de favoriser les formations à visée pédagogique par des congrès, par exemple. Et aussi, on a parlé d'un groupe d'Europe qui s'appellerait les casseurs de mythes, et vous êtes un lieu formidable. Ça fait un peu de piste. Est-ce qu'on a envie de conclure là-dessus? Pas forcément là-dessus. Non, premièrement, c'était de se demander est-ce que déjà c'est vraiment un mythe avant de dire il faut le déconstruire. Donc, ça revient effectivement à avoir des données solides de la littérature. Bien l'identifier comme un mythe, quoi, si on... Ouais, pour pouvoir identifier quand ça peut être un mythe, que ce soit un mythe. Et du coup, pour le pourquoi, c'était pareil, améliorer la formation, mais aussi la prise en charge et le bien-être des apprenants, formateurs. Et le comment, c'est que on va connaître et prendre conscience de l'existence des mythes, les analyser, identifier la partie potentiellement erronée, afin de la corriger. Et on avait évoqué, du coup, parce qu'on parlait plutôt des discriminations, à l'instar du patient formateur, pour avoir dans l'institut de formation, je ne sais pas comment ça pourrait se manifester, mais une association qui vient sur une discrimination, est-ce qu'il pourrait y avoir on peut dire un apprenant qui
accepte de raconter la discrimination qu'il a subie dans l'institut où il est peut être compliqué quand même à mettre en œuvre. Parce que le patient formateur, c'est quand même différent, c'est pas quelqu'un qui appartient à l'institut. Et cependant, le fait de traiter la thématique dans une discrimination, que ce soit la grossophobie ou des choses comme ça peut être intéressant de voir ce que ça peut faire, l'effet d'une consultation difficile ou comme le fait d'un cours difficile. Un peu comme une victime témoin finalement. Pas forcément de l'organisme de formation concerné, mais... Dans cette idée-là, éventuellement. Mais peut-être passer par le cadre d'associations qui ont voilà, un travail derrière, un accompagnement de leur côté, et pas stigmatiser quelqu'un en particulier. Ok. Eh bien, donc pour reprendre un peu tout ça, effectivement, les mythes sont tous plus ou moins amenés à disparaître. Néanmoins, ça reste difficile parce que les mythes sont des idées préconçues et qui sont profondément ancrées, et c'est relativement simple de réagir et finalement de raisonner comme c'est déjà le cas. Il va falloir effectivement rechercher les représentations antérieures des étudiants, en tenir compte et les critiquer, alors en s'appuyant bien évidemment sur les données de la littérature scientifique, les modifier, les déconstruire, conserver par contre la finalité sociale, c'est-à-dire que si le mythe est intéressant sur le plan de la finalité sociale, eh ben, peut-être qu'on va le déconstruire de manière partielle pour en garder une partie acceptable. Et voici l'article cité. Donc, pour conclure, dans cet article, Mathieu Nanda il reprend 6 mythes. On a présenté 4 là, lui il en reprend 6, mais c'est 6 qu'il a choisi de manière très subjective. Il y en a vraiment plusieurs autres où il y a un tableau où il liste tout un tas d'autres mythes. Et puis il y a notamment Norman, un chercheur qui a pas mal fait là-dessus. Donc Guillaume il parlait de savoir identifier les mythes qui ont une utilité sociale. Alors, il y en a qui ont quand même une utilité sociale et qu'on ne pourra de toute façon pas déconstruire. Juste pour parler de ce truc-là, c'est une étude qu'ils ont fait dans mon hôpital en 2022, justement sur un mythe. En coronarographie, une étude contrôlée randomisée en double aveugle sur un espèce de folklore local qui est très ancré dans la culture suisse francophone, qui est connu comme le secret. Et en fait, c'est des patients, ils appellent des faiseurs de secrets quand ils ont des saignements, quand ils ont des brûlures, enfin des petites choses comme ça. Et ils se sont rendus compte qu'avant la coro, donc coro qui était prévue, certains patients appelaient les faiseurs de secrets pour éviter de trop saigner, quoi. Parce qu'on consulte le préaneste, on leur avait dit attention, ça peut saigner. Et donc ils appelaient le faiseur de secrets, puis bon, ils ont étudié ça, ils ont fait une randomisée là-dessus. Bon, évidemment, il n'y a pas d'efficacité, évidemment. Donc je ne sais même pas à quoi elle sert cette étude en vrai. Mais ils se sont amusés à faire ça, ils ont pris des sous. Ouais, voilà. Mais en tout cas, même si on sait que ça ne marche pas, on va pas dire, enfin, on va pas rentrer en frontal avec la population là-dessus, qu'on va pas leur dire non, mais n'appelez pas le faiseur de secrets. Et nous, aux urgences, on a un livre où on a tous les numéros des faiseurs de secrets. Et puis les patients, s'ils nous demandent, on doit leur donner, alors qu'on sait nous pertinemment en tant que professionnel de la santé que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très culturel, qui se transmet, puis qu'on doit conserver pour avoir aussi une adhésion de la population et pas rentrer en contact frontal avec eux. Ouais, à défaut de ne pas avoir d'effet placebo positif, tu évites un effet nocebo. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut dire que tu es quand même gagnant? Mais en tout cas, voilà, il y a quand même encore quelques mythes qui doivent être conservés, qui sont mignons, quoi. C'est ça devient mignon. Merci pour votre attention. Oui, c'est la musique bise, ça. Ah, bon, oui. J'ai des questions, mais c'est pas grave. Ouais, les anti-forêts. Restez aux questions, là. Je vais revenir en arrière pour couper la musique. Voilà. Quel mythe vous voyez en éducation médicale, en éducation de la santé, pour avoir une utilité sociale? On aimerait garder. En éducation, en pédagogie médicale. Oui, parce que le secret, là, c'était pas tout à fait. Non, ouais. Pédagogie, mais en pédagogie, quel mythe vous aimeriez garder? Non, vous n'aimeriez pas déconstruire? Non. Ou les profs
ils sont en exercice. Parce que clairement, il y a un mythe que les profs en exercice ne veulent pas déconstruire. C'est clairement le cours magistral. Que le cours magistral, enfin ce matin, le cours magistral sert quand même à quelque chose. C'est un peu comme la démocratie. Voilà. J'ai pas encore fait ma pause pédagogique, donc je ne vais pas rentrer dans un débat. Mais ouais. Mais par exemple, ouais, le cours magistral, quoi. Et vous, les trois? On relance. On a réussi à se. Non, après, il y avait, enfin, au contrairement, des mythes d'apprentissage, qui a des styles d'apprentissage, des neuromythes, etc. Ouais. Donc, je suppose qu'il y a une utilité sociale, mais est-ce qu'il y a une utilité à le déconstruire finalement? Surtout que, en fait, au final, on fait ces études relatives, ou au moins ces enquêtes, pour savoir si telle partie des étudiants est plutôt avec une mémoire auditive, une mémoire visuelle ou une mémoire de pratique kinesthésique. Et puis au final, on n'en fait rien en fait. On n'adapte pas nos enseignements à ça. Donc effectivement, est-ce qu'il y a un réel intérêt ou pas Il y a peut-être un intérêt parce que si tu crois que tu es auditif, tu peux occulter tous les apprentissages visuels et tous les apprentissages kinesthésiques. Or, les études elles montrent qu'on est tous visuels, qu'il n'y a pas un vrai apprentissage de prédilection. Et donc, finalement, peut-être que si tu crois que tu es dans un certain domaine et qu'on te l'a fait croire, tu peux être fermé aux autres apprentissages. Et ça n'empêche pas que c'est des neuromythes pour les enseignants de penser qu'il y a des styles d'apprentissage. Oui. Par contre, il y a des étudiants qui eux sont persuadés qu'ils aiment bien lire ou plutôt écrire ou écouter. Ça, on ne va pas déconstruire. Ça, on ne va pas forcément déconstruire. C'est une préférence individuelle. Il y en a qui aiment bien écrire, d'autres. Puis ça crée le style d'apprentissage que tu fais. Quand tu crois par exemple que tu es plutôt auditif, tu vas essayer d'enregistrer le cours et tout ça, et en fait tu te fermes à d'autres possibilités d'apprentissage. Mais un autre mythe que je vois dans l'éducation des sciences de la santé, c'est le contenu théorique, enfin le contenu quoi. C'est beaucoup Il faut être exhaustif. Beaucoup trop exhaustif, hein. C'est hallucinant. Et en fait, moi je me rends compte, parce que j'ai débuté l'enseignement, mais je me rends compte que chaque enseignant pense que sa matière elle est méga importante. Alors la cardio c'est méga important, la neuro, et puis dans la santé publique, la psychiatrie, ils se retrouvent avec des trucs. Mais pour la psychiatrie c'est vrai. Et chacun pense que sa matière est primordiale. Mais c'est peut-être parce qu'il est aussi dans une position d'expert. Donc c'est pour ça que quand il transmet sa spécialité, il est investi dedans. Je veux dire. Mais en formation initiale, effectivement, le jauge, on n'exige pas de l'apprenant d'arriver à une position d'expert parce qu'il ne sera pas tout de suite. C'est toute question de jauge, quelle quantité d'informations qu'on doit transmettre pour qu'ils comprennent, on va dire, qu'ils aient au moins une base. Mais là, on rejoint je ne sais pas s'il y a un mythe, c'est de la théorie avant la pratique, par exemple. On essaye de donner le maximum de théorie possible, en espérant que quand il sera en position pratique, il saura quoi faire, parce que justement, il aura déjà vu la théorie avant. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Quels étaient les autres mythes décrits dans l'article? Alors, ça reprenait sur les mythes de l'apprentissage. Il y avait ça, je reprends parce que du coup, les styles d'apprentissage. Que pour une simulation efficace favorisant le transfert en milieu clinique, il faut une technologie de fiabilité, de technicité. Que l'e-learning est un meilleur moyen d'enseignement que les approches classiques, surtout chez les étudiants d'aujourd'hui. En fait, qu'avec l'évolution finalement du support numérique et cette diversification, cette habitude finalement prise par les jeunes étudiants des multi-supports numériques, on se retrouve avec le e-learning comme une meilleure méthode d'apprentissage. Ce qui n'est pas prouvé. Et il y en a un que j'aime bien, c'est l'auto-évaluation est efficace pour reconnaître ses faiblesses et les corriger. Et en fait, ils expliquent que dans de multiples domaines de compétences, dont la santé et tout ça, l'être humain a de la difficulté à évaluer sa propre compétence et donc à corriger de façon pertinente. J'aime bien son genre d'auto-évaluation. Voilà, il y en a d'autres, et puis il y a Norman qui a fait tout
plein d'articles là-dessus. Donc. Montero aussi. Ouais. Montero. Merci à tous.